Bonjour les créatifs et bienvenue dans l'épisode 3 de Tello Wellness. Et aujourd'hui, je vous parle de l'industrie de la mode à Paris et de Parisian Fashion Dream. Ah là là, je suis rentré à Paris il y a presque 6 ans. Ah déjà, oh waouh, ça passe vite. Comme vous le saviez, j'étais à Londres avant et j'ai décidé de rentrer à Paris parce que Brexit et un tas d'autres choses dont je ne pourrais pas parler ici. Et j'avais vraiment cette envie de rentrer à Paris pour un peu me mettre face au système de la mode parisien. Et je remercie d'ailleurs, petite pensée à Nathalie Bois, que j'ai rencontrée, je crois la première personne que j'ai rencontrée de tout l'écosystème parisien, qui m'a vraiment soutenu et présenté de quelques personnes qui du coup a étendu et créé mon réseau. Paris au début pour moi ça a été enfin voilà, il y avait cette image des défilés parce que à l'époque avant pendant mes études, j'avais été cravate rouge. Cravate rouge, c'est les gens qui accompagnent les VIP, les invités au défilé des grandes maisons. Donc j'avais travaillé pour Chanel, Driss et d'autres. Mais voilà, ça c'était un peu l'image que j'avais de vouloir être créateur à Paris, faire des défilés, les Fashion Week, rentrer dans ce comment dire, système de paillettes et de strass et de célébrités. C'était vraiment genre le rêve. Et puis j'ai rencontré le défi. Donc le défi, c'est la taxe un peu d'habillement en France, qui récolte la taxe et qui verse pour différentes applications des aides pour les différentes fédérations. Donc vous devez savoir, en France, on a plusieurs fédérations. Celle dont je fais partie, c'est la fédération de la haute couture et de la mode, la FHCM. Mais vous avez aussi la fédération du prêt-à-porter masculin et la fédération du prêt-à-porter féminin. Selon votre ambitions, selon votre type de produit, vous allez être affilié à plus ou moins l'une ou l'autre. Et dans mon cas, bien sûr, je voulais être dans la couture. Et du coup, c'est un process de demande de dossier, d'application, pour être au calendrier, etc. J'expliquerai un peu plus tard. Comment s'est passé un peu pour moi mes débuts à Paris? Il y a eu le confinement. Le confinement m'a permis de créer une collection tout seul pendant 3 mois, à patronner, coudre. Et très vite, en sortant de confinement, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à voir mon travail et qui m'ont présenté des attachés de presse, dont la première personne qui m'a soutenu énormément, c'est Caroline Charles. Et de là, vous pouvez voir derrière moi, pas le magazine des publications, des interviews, des parutions, qui ont vraiment commencé à faire croître la marque. Et c'est avec du coup cet attaché de presse qu'on a postulé pour le calendrier officiel. D'ailleurs, c'est très drôle, je vais en parler comment ça s'est passé. On fait un dossier avec les parutions, les produits, les ventes, potentielles ventes bien sûr. Et on arrive, je me souviens, on était en novembre 2021. Donc ça faisait 2 ans que j'étais rentré à Paris et la personne de la fédération m'appelle en me disant oui bonjour Steven Passaro, je vous appelle suite à votre dossier de candidature. Et là il me dit j'adore ce moment en fait où on vous annonce soit vous faites partie de la maison, soit vous n'êtes pas avec nous. Et là je me dis le stress il abuse et tout. Et il me dit bienvenue à la maison. Et là j'étais content. Pendant 30 secondes, ensuite j'ai paniqué. Paniqué parce que la collection n'était pas dessinée, pas faite, rien. Et que nous sommes fin novembre et que la collection doit être présentée à la Fashion Week de Paris au mois de janvier et qu'on avait 1 mois et demi pour tout faire. Donc autant vous dire que merci la 3D et toute l'innovation que j'ai mis en place pour pouvoir aller vite. Mais ça a été de longues semaines, de longues journées, de courtes nuits, pardon, de très courtes nuits. Mais c'était un bon souvenir parce qu'en l'espace de très peu de temps, on a mis en place la DA, les tissus ont été achetés, je travaillais avec Nona Source. Déjà que Nona Source, qui avait commencé déjà à exister. Très vite, on a monté la collection, trouvé une équipe pour créer la vidéo, créer les 3D, et ça a été vraiment une première expérience assez cool. Je pense que j'ai un très bon souvenir de cet événement-là, qui a été ensuite au Palais de Tokyo. Et par-dessus l'imprime, on avait commencé du coup avec Cambridge Singulier une collaboration qu'on avait pitché à Essence. Et Essence nous avait dit, on vous prend la collaboration si on achète aussi vos 2 collections respectives. Donc c'était le jackpot, rentrer en Paris Fashion Week, rentrer chez Essence, où tout le monde voulait être chez ce revendeur. Et là, c'est un peu le dreams come true, comme on dit. Le beau fairy tale version fashion designer. Est-ce que ça a duré? Pas du tout. En fait, très vite, vous comprenez le système, vous comprenez que être jeune créateur demande beaucoup de ressources, beaucoup de choses sont en place, qu'il vous faut du réseau, qu'il vous faut des connexions, que moi, en arrivant de Londres, en ayant tout perdu à Paris, entre guillemets, j'ai dû tout recommencer de zéro. Et par chance, j'ai quand même réussi à construire de fil en aiguille, pas mal ça, de fil en aiguille, on est raccord, de fil en aiguille les contacts.
Et surtout, j'ai pu plonger dans l'écosystème parisien. C'est-à-dire que à Paris, vous avez la caserne, donc qui est un lieu dans le nord-est de Paris, qui va avoir plein de dynamiques en fait de créateurs et d'événements, etc. J'ai eu la chance moi d'intégrer le BDMMA, donc qui est le Bureau des métiers de la mode, du design, de l'artisanat de la ville de Paris, anciennement appelé les Ateliers de Paris. Et donc ils ont un incubateur de 2 ans où vous êtes accompagné sur la partie juridique, storytelling, branding, pricing, enfin voilà, plein d'éléments dont vous avez besoin, dont un espace d'atelier à loyer modéré. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à tout ça, qui a permis d'avoir un lieu pour fabriquer, parce que du coup mon choix c'était de fabriquer in-house, de travailler le côté savoir-faire français, avec une patte anglaise bien sûr, parce que mes études ont été faites à Londres, et de pouvoir voilà me structurer, commencer à rentrer dans ce monde. Je suis rentré dans ce monde un peu de manière très innocente, hein, en me disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. Et puis après vous commencez à voir la réalité un peu en face, où le diable s'habille en Prada, on n'est pas si loin que ça. Mais voilà, j'ai réussi à naviguer. Pour vous raconter une petite anecdote, je crois que le premier truc qui m'a mis un coup, c'est la fausse comptable que j'ai eue, recommandée par des potes, et je me rends compte qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et en fait, c'était pas une comptable, c'était une gestionnaire qui sous-traitait la comptabilité à d'autres personnes. Et à un moment donné, du coup, j'ai voulu récupérer mes justificatifs, etc. Plus de nouvelles. Donc, j'ai dû aller porter plainte, déposer une main courante à la police pour pouvoir justifier que si un jour, en cas de contrôle, j'avais pas mes documents parce que cette personne-là m'avait volé le truc. Entre-temps, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette personne. Disparu de la circulation. Donc voilà, méfiez-vous. Pas tout le temps. Mais voilà, faites confiance, mais pas trop non plus. Il faut trouver le bon équilibre et suivre son intuition. Ça, c'était la première galère du milieu. Enfin, après, c'est le milieu d'entreprise aussi, hein. Ça aurait pu tomber n'importe quoi. Autre galère que j'ai eue, c'est un peu petit, ça, devrais dire raconter ça. C'est quelqu'un de mon équipe qui m'a un peu trahi, en fait, qui allait parler derrière mon dos, etc. Donc je me suis rendu compte de ça. Surtout la veille du défilé, donc c'est pas terrible. J'ai dû dire au revoir très vite, quoi. C'était dur. Je me suis retrouvé avec des plaques dans le dos rouges, absolument horribles. Et pour contrer ça, je suis parti pendant 2 semaines me reposer chez mes amis en me disant j'oublie ce qui vient de se passer. L'importance de bien s'entourer. Surtout dans le milieu. On se protège tout le temps de ce qui peut nous arriver? Non. Est-ce que j'ai connu beaucoup de galères en 5 ans? Oui. Est-ce que ça m'a appris beaucoup de choses? Oui. Est-ce que je veux revivre ça? Non. Mais du coup, voilà, on apprend que toute personne qui rejoint la dynamique de l'équipe, faut que ça soit aligné, que ce soit les comptables. Donc aujourd'hui, j'ai des merveilleux comptables qui sont géniaux. Une équipe qui est fidèle, qui croit au projet, que ce soit les équipes temporaires ou les équipes en contrat pendant les fashions, etc. ou les équipes qui m'accompagnent tout au long de l'année. C'est très important tout ça soit solide. Parce que quand je suis arrivé à Paris et qu'en fait, tout est petit clan, copain d'eux, c'est très dur de venir se greffer à un groupe. Et ça, je crois que par rapport à Londres, qui moi j'aime beaucoup, Londres m'a vraiment ouvert et j'ai vraiment ce côté très accueillant des gens. Les dynamiques sont très différentes parce qu'on a l'impression que les gens sont plus faciles, entre guillemets, à pénétrer dans les groupes, mais ils vont très vite disparaître. Alors qu'à Paris, c'est plus compliqué de rentrer dans un groupe. Une fois qu'on est dans le groupe, je pense qu'on y reste un peu plus. Enfin, du moins, c'est un peu ma perception des choses. Pour revenir du coup à tout ce qui est dans l'écosystème de la mode à Paris. Donc vous avez voilà la caserne, les différentes fédérations, les ateliers de Paris. Vous allez avoir plein de petites choses d'autres à côté. C'est pas parce que c'est pas cool ou hype qu'il faut pas regarder. Vous avez plein de concours aussi en France. Vous avez l'Andam, le LVMH Prize, Maison Méditerranée, le Festival de Hier, le Prix de la Ville de Paris. Parenthèse, j'ai été 4 fois finaliste, j'ai jamais gagné. Longue histoire, on n'en parlera pas trop. Mais c'est pas grave, l'important c'est participer comme on dit. Sniff. Mais voilà, il y a plein de choses pour aider. Après, je parle de Paris, mais il y a d'autres choses à Londres, d'autres choses à Milan. C'est pas parce que Paris est le centre de la mode qu'il n'y a pas autre chose à voir ailleurs. Là, en ce moment, il y a Berlin qui commence à monter. Il y a plein de manières de faire la mode. Il y a aussi les questions de est-ce que vous voulez suivre un système ou pas suivre un système. J'ai voulu être dans le système, je le regrette pas forcément. Mais est-ce qu'aujourd'hui je me pose la question de est-ce que je devrais rester, sortir? La question se pose parce que le système il est un peu aujourd'hui fragilisé. Le rythme ne fonctionne plus, les gens ne consomment plus. Le milieu du luxe et de la création vestimentaire est en crise, il faut l'avouer. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut lancer une marque? Je ne pense pas. Il faut peut-être prendre plus de temps pour réfléchir, sauf si vous avez de très gros moyens pour pouvoir vous le lancer. Au début, on a un peu l'énergie du début, nos potes nous aident, etc. Mais si on n'arrive pas très vite à rentrer dans une rentabilité quand même de chiffres, de purement business, des questions fortes commencent à se poser. Donc, il faut trouver des astuces pour pouvoir continuer et être sur les bonnes roues, pour pouvoir naviguer en fait les tempêtes sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle.
que ce soit les facteurs extérieurs, type ce qui se passe actuellement dans le contexte géopolitique, qui influent sur nos ventes, les tarifs avec les US, qui influent sur les ventes en France, les exports, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut penser et qu'il faut prendre en compte. Sur les choses à prendre en compte aussi, il y a des piliers un peu pour les entreprises de créateurs, c'est votre visibilité, les ventes. Les ventes, comme je l'ai dit, il y a différents systèmes. Est-ce que vous êtes direct consommateur, vous avez une communauté? Est-ce que vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes en wholesale? Du coup, vous avez des revendeurs. Est-ce que les revendeurs sont les bons revendeurs? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils vous payent en temps et en heure? Ça hype parce qu'il y en a plusieurs qui le font pas. Et du coup, on apprend après derrière que, oui, il y a plein de petites problématiques. Mais du coup, sachez que quand, en tant que jeune créateur, vous êtes le bas de la chaîne alimentaire de la mode. Vous allez toujours être les derniers ou les premiers à qui on coupe les têtes. Parce que voilà, c'est la loi du plus fort, entre guillemets, malheureusement. Et il y a aussi cette idée de être visible. Est-ce que vous êtes visible par vos propres moyens? Ou est-ce que vous avez un attaché de presse? Est-ce que votre attaché de presse est le bon pour vous? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Posez-vous les bonnes questions. Vaut mieux ne pas en avoir que d'être au mauvais endroit. Parce que ça peut jouer des tours dans le temps. Vraiment, c'est mon conseil. Comment on fait pour du coup les rencontrer? C'est simple, hein. C'est du réseau, c'est des emails, c'est aller les voir, se déplacer, tous les rencontrer parce que les gens bougent beaucoup. Telle personne de telle entreprise va changer, c'est important. Ça vous permet aussi, au point de vue international, de vous rendre beaucoup plus crédible et fiable. Et je l'ai vu. Par exemple, aujourd'hui, j'ai énormément de presse en Asie. Comment ça s'est fait? Ça a commencé par juste le GQ China qui m'a demandé d'envoyer des pièces. Le réseau là-bas est très petit malgré la taille de la Chine. Et aujourd'hui, on se retrouve à 4-5 demandes de célébrités par jour. Ce qui est énorme. Énorme. Est-ce qu'un attaché de presse a fait ce travail-là de les démarcher? Non. On l'a fait en interne. Maintenant, j'ai des personnes en freelance qui gèrent tout ça parce j'ai plus trop le temps. Mais voilà, faut se poser les bonnes questions de qui peut vous ramener quoi. Et bien sûr, est-ce que vous pouvez aussi être maître de vos propres médias? Donc, c'est-à-dire ce que là, on fait aujourd'hui, c'est TikTok, Instagram. Comment on crée notre communauté et on se rend visible nous-mêmes et nos médias nous appartiennent. Sachant que même si Instagram, notre compte est le nôtre, Instagram ne nous appartient pas. Donc, comment on peut créer des communautés sans ces réseaux qu'on utilise mais qui ne nous appartiennent pas? Plein de questions. C'est toute une stratégie à mettre en place. C'est du temps aussi, parce que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on sait que le contenu vidéo est le contenu le plus regardé. Est-ce que demain sera le contenu, je ne sais quoi, réalité augmentée, ou je ne sais pas quelle invention va-t-on avoir? C'est toujours en train d'être en changement et en mouvement. Et il faut savoir s'adapter. Et c'est important, vraiment, dès le départ, d'avoir une vision claire, une direction précise et de trouver du coup les partenaires, coéquipiers qui viennent se mettre en sac. Pour revenir du coup à la Fédération de la mode et de la haute couture, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui en fait? C'est la Fédération des créateurs et bien sûr des maisons historiques. Et en tant que jeune marque, elle va nous proposer d'avoir du coup un showroom qui s'appelle le showroom Sphère, auquel j'ai pu participer plusieurs saisons, qui est pris en charge du coup par le défi quand vous cotisez du coup la taxe annuelle. Elle va aussi vous proposer des workshops sur différents sujets tout au long de l'année, sur par exemple les exports, les règles pour les mannequins, la trésorerie, comment gérer sa trésorerie, comment se protéger en termes de IP, protéger son nom, protéger ses créations au maximum. Et ils sont aussi à l'écoute de savoir quels sont nos besoins, comment on peut se déployer beaucoup plus. Là, par exemple, cette saison, on a défilé au ministère de la Culture, que je remercie encore une fois énormément de nous avoir soutenus, parce qu'on a pu avoir la belle courge au cours, les quadrilatères des archives, dans le Marais. C'est des synergies qui se mettent en place et ça c'est très important car la jeune création en France, avec le contexte actuel, on est un peu en difficulté, il faut le dire. On se bat, on est là, on est motivé, on veut que ça avance pour nous, on veut rayonner, on veut faire rayonner le savoir-faire français. On a quand même ces belles synergies qui se mettent en place, pas ces acteurs, mais ces acteurs-là c'est pas non plus tout. Il faut savoir que par exemple j'ai des amis qui sont en dehors de ce système et qui se débrouillent extrêmement bien, voire même mieux, parce qu'ils ont le contrôle sur tout ce qu'ils font et qu'ils habillent toutes les célébrités qu'ils veulent, parce que le produit marche très bien. Donc il n'y a pas un chemin, mais plutôt des chemins. Et c'est sur ça que je vous invite à vous questionner sur vos projets. La mode, ce n'est pas que Paris, même si c'est beaucoup Paris, parce qu'il y a les showrooms, tout le monde se croise, etc. Il y a toute une synergie qui se crée 4 fois par an. Mais posez-vous la bonne question, et ça sera ma question de fin d'épisode. Quel chemin avez-vous envie de prendre? Et est-ce que dans 5 ans,
vous serez toujours sur le même chemin.